Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Peut-on encore éviter l'une des pires crises économiques et sociales de notre histoire ? On le sait, depuis 1 an que nous sommes dedans, la crise du Covid a déjà brisé des centaines de milliers de vies. Et vu la gestion politique pour le moins hasardeuse de l'exécutif, les choses ne semblent pas près de rentrer dans l'ordre. Ceci étant dit, une question commence d'ores et déjà à poindre, celle de savoir qui payera les dégâts. Car avec des faillites en série, un chômage qui explose et une dette record, la France post-Covid pourrait bien ressembler à un champ de ruines. Alors, y a-t-il encore moyen d'éviter le pire ? Quelles sont les options qui se poseront à nous ? Sommes-nous condamnés à nous serrer la ceinture pendant des années comme certains le prétendent déjà ? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Les 2 taux de chômage qui montent quand ça va mal, c'est les peu qualifiés et les jeunes. Ouais. Hein, les plus qui parfois sont les deux. Qui parfois sont les deux. Les 18-25 ans sont frappés bien plus durement que leurs aînés sur le plan économique. Presque 3 fois plus. Quand vous parlez à un Américain ou un Anglais, il a une vision d'absence totale de flexibilité du marché du travail français. C'est très faux. Le marché du travail français, il est totalement rigide pour les 70 ou 72% de Français qui sont en CDI et il est extrêmement flexible sur les autres. Même au niveau des offres, il n'y a pas beaucoup d'offres et en plus c'est sous-payé, je trouve aussi, les peu de choses qu'ils proposent. Ce qu'on me répond, c'est que je peux faire un stage de 2 mois non rémunéré. Ça, on me le répond souvent par contre. Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume. Le RSA pour les 18-25 ans, vous dites non. Toujours non. Oui, toujours non, parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail, et une rémunération de son travail, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je pense qu'on construit sa vie par le travail. On parle déjà de génération perdue. Cette génération est-elle condamnée ? Elle sera en tout cas durablement pénalisée, nous démontrent 2 économistes du FMI dans une étude publiée en décembre dernier. Ils ont analysé, compilé toutes les enquêtes déjà réalisées sur le sujet des générations sacrifiées par les crises économiques et ils constatent que dans tous ces pays, les effets négatifs sur les jeunes s'étalent sur des décennies, une entrée ratée dans la vie active et crée durablement les revenus futurs. Je pense que l'immense majorité des Français qui sont lucides savent parfaitement que notre système de protection sociale, auquel nous sommes tous viscéralement attachés, il coûte cher. Et vous ne pouvez pas avoir le système de protection sociale le plus généreux au monde et être dans le même temps la nation développée qui a le volume global de travail parmi les plus faibles. Et à un moment donné, ça pose un hic. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Toutes les réformes qu'on est en train de mener pour protéger l'emploi des Français, pour surmonter la crise. On a une réforme de l'assurance chômage. On va en parler. Moi, je souhaite qu'on aille au bout de cette réforme. Mais un risque d'explosion sociale, vous dit quand même un leader syndical qui est plutôt dans le dialogue et la construction. Écoutez, la réforme de l'assurance chômage, elle est très importante parce qu'elle doit permettre de lutter contre la précarité. C'est une mesure qui permet de faire des économies. Et ça a été bien là, l'un des buts, le but principal pour le gouvernement, et c'était bien inscrit dans la lettre de cadrage, il fallait trouver aux alentours de entre 1 et 1,3 milliard chaque année d'économies pour l'assurance chômage. Cette dette publique dont vous venez de parler, elle va monter à 120% du PIB, de la richesse nationale à la suite du choc. Et effectivement, il fallait dépenser beaucoup pour amortir le choc. Mais je crois qu'il faut que nous n'allions pas au-delà de ces 120%. Il ne faut pas que nous léguions aux générations suivantes un sac à dos qui est toujours plus lourd. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. C'est de cette manière qu'en octobre dernier, Emmanuel Macron avait dressé le bilan de Stop Covid, l'application supposée permettre le suivi des contaminations de Covid-19. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Une formule qui en réalité pourrait très bien s'appliquer à toutes les mesures prises par l'exécutif dans le but de combattre l'épidémie. L'immense majorité des Français s'en rend compte et on a eu l'occasion d'en parler ici un certain nombre de fois, donc nous n'allons pas revenir là-dessus, mais globalement, dire aujourd'hui que cette crise n'a pas été gérée de manière optimale relève du doux euphémisme. Et que ce soit sur le plan des libertés individuelles, sur le plan économique et social, ou bien sûr sur le plan sanitaire. J'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner aux hôpitaux et à l'hôpital à côté de chez eux, parce que nos personnels ont besoin de cela.
Bien sûr, les facteurs qui expliquent cet échec sont nombreux. Sur cette question, on vous renvoie à notre vidéo de la semaine dernière que vous trouverez en lien dans la description. Mais s'il y en a un qui semble revenir à chaque étape, des pénuries de matériel médical aux affichettes collées dans les aéroports comme moyen de lutter contre la contagion, c'est bien un défaut d'anticipation, une incapacité de l'exécutif à prévoir la suite des événements et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter le pire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va se permettre un peu d'anticipation. Car tôt ou tard, ce virus finira par reculer. Mais ce jour-là, ça ne voudra pas dire que tout ira bien. Au contraire même, puisqu'entre les effets directs de l'épidémie et les conséquences de sa gestion politique, le pays risque fort d'être ruiné. Les richesses qu'il produit auront fondu. Énormément de commerçants, restaurateurs et entrepreneurs, dans l'impossibilité de rembourser leurs prêts bancaires, risquent fort de faire faillite. Le chômage, la misère et le recours aux banques alimentaires atteindront des niveaux historiques. Bref, on ne va pas se mentir, sur le plan économique et social, la situation à venir risque d'être très dure. Et si dans le contexte actuel cela paraît loin, il importe de se demander dès maintenant ce qu'il conviendra de faire à ce moment-là pour redresser le pays si l'on ne veut pas, encore une fois, être pris au dépourvu. Et là, clairement, il y a deux visions qui se dégagent et entre lesquelles il va falloir que les Français puissent trancher. La première, c'est de s'imaginer que le pays pourra sortir la tête du sable simplement en continuant comme avant, en suivant les recettes de l'orthodoxie économique en vigueur en Europe depuis des décennies. Cette vision, c'est celle qui prévalait à la tête de l'État en septembre dernier lorsque l'on s'imaginait encore naïvement qu'il n'y aurait pas de deuxième vague et que Jean Castex nous présentait son désormais caduc grand plan de relance. 100 milliards, une ambition et une ampleur historique. C'est un pas de géant pour la transition écologique en France. C'est un bouclier anti-licenciement. Un plan qui, dans son ampleur et dans ses modalités, est historique, qui marque un choix clair d'être un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. 160 000 emplois. 160 000 emplois. C'est notre objectif. L'assurance chômage s'attend à terminer cette belle année 2020 avec un nombre record de demandeurs d'emploi indemnisés. Oui, 3 144 000 chômeurs indemnisés, ça veut dire 420 000 de plus qu'à la fin 2019. Selon certains experts, un tiers des bars et restaurants de France sera menacé de faillite et pourrait ne pas être en mesure de rouvrir. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160. Au programme des cadeaux fiscaux accordés à des grandes firmes sans promesse d'embauche exigée en contrepartie, et pour les autres, des économies afin de résorber les déficits engendrés. Le problème, c'est que dans un contexte de crise majeure, cette réponse ne semble pas viable du tout. Car en distribuant de l'argent public à des secteurs qui de toute façon, vu la conjoncture, n'embaucheront pas, on contribuerait juste à immobiliser cet argent, à le détourner vers l'épargne ou vers la spéculation, au moment où l'économie réelle en aurait le plus besoin, où cet argent pourrait être utilisé pour financer une véritable relance. Et c'est là l'autre possibilité, et autrement plus ambitieuse, celle d'une véritable politique d'investissement public destinée à relancer l'emploi et la consommation des ménages et à soutenir une production que l'on relocaliserait massivement sur notre territoire. Car cela peut sembler une évidence, mais dans le vrai monde, les entreprises n'embauchent pas quand personne n'achète leurs produits, et ce, même si l'on dope artificiellement leurs résultats à coups d'aide publique. Or, quand le chômage grimpe en flèche, que les faillites s'enchaînent, que les plus précaires se retrouvent en fin de droit, que l'État coupe dans ses budgets pour rembourser aux banques les prêts garantis n'ayant pu être honorés par les particuliers, difficile d'imaginer un rebond de la consommation des ménages, seul à même de relancer la machine de manière durable. Dès lors, si l'on veut éviter que la France ne se retrouve durablement hors jeu, l'enjeu n'est plus d'économiser des bouts de chandelle, mais de créer les conditions d'une véritable reprise économique. C'est notamment dans cette optique que vendredi 5 février, une centaine d'économistes demandaient l'annulation de la dette publique détenue par la Banque centrale européenne. Pour rappel, la dette d'un État, c'est la contrepartie de tous les emprunts qu'il a réalisés au fil des années pour combler ses déficits successifs et qu'il se doit, sur le principe, de rembourser avec des intérêts.
Sur le principe seulement, car dans les faits, contrairement aux dettes d'un particulier, la dette publique n'a pas de limite dans le temps et elle n'est au final jamais pleinement remboursée. Et les chiffres sont assez incroyables puisque depuis mars dernier, la Banque Centrale Européenne a acheté pour près de 70% des dettes publiques, des titres de dette publique émises par les États membres de la zone euro. Finalement, on se dit que son bilan, est-ce qu'il peut... Il peut aussi lui enfler à l'infini, puisque... Théoriquement, il peut enfler à l'infini. Parce qu'elle rend compte à personne. Parce qu'en fait, parce qu'elle ne rend... son actionnaire, c'est l'État. Ouais, mais c'est un jeu bizarre pour le coup, parce qu'elle a l'État actionnaire, en même temps, elle détient ses dettes à son bilan. Elle détient ses dettes et elle verse un rendement aux États, à ses États actionnaires tous les ans. Concrètement, c'est de la dette à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, ce qui veut dire qu'en fait, chaque mois, une partie de cette dette vient à échéance et la BCE fait le choix de renouveler, de reprendre le même endettement de la part des États et donc tout ça continue. Mais ce serait peut-être mieux d'allonger les échéances, c'est-à-dire que ce soit sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, de façon à ne pas avoir en permanence cette épée de Damoclès de est-ce que, par exemple, s'il y a un changement de gouvernement dans un pays, on l'a vu en Grèce en 2015, la BCE ne peut pas mettre la pression indirectement. Et donc voilà, c'est ça l'idée de pérenniser cette situation, de solder finalement les comptes de cette dette issue du Covid et dont personne n'est responsable. Plus qu'une obligation légale, la dette publique représente donc surtout un mécanisme de transfert d'une part des recettes publiques vers les marchés financiers et un moyen politique et moral d'imposer aux États des politiques de coupe budgétaire, pourtant contre-productives sur le long terme. Moi, je trouve que ça fait depuis 2011 en fait, qu'on agite la dette comme un chiffon rouge. Enfin, on l'agite depuis 30 ans, mais depuis 2011, on l'agite vraiment très fortement. Et en fait, on l'agite seulement, on l'utilise comme un argument pour couper dans la dépense publique, faire des économies sur le service public, sur l'hôpital. Vous l'avez dit, on a fait plus d'1 milliard d'économies en 2018 en tendance sur l'hôpital. Mais par contre, la dette, elle n'est jamais un problème, y compris dans la bouche de Jean-Marc Daniel, quand il faut baisser la fiscalité. On a fait 20 milliards de baisse de fiscalité en 2017, donc on s'est privé de 20 milliards de rentrées fiscales. Si on rajoute en plus le CICE et le pacte de responsabilité, c'est 40 milliards de plus, donc 60 milliards. Et là, la dette, c'était plus un problème. Donc vous voyez, la dette est un épouvantail qu'on agite depuis longtemps. Nous sommes surendettés, ça c'est clair pour l'ensemble des gens qui nous regardent. C'est le cas pour l'ensemble des citoyens de la zone euro, par ailleurs. Plusieurs voix dans l'opposition en France demandent l'annulation pure et simple de la dette. Ils ont été rejoints par une centaine d'économistes. J'imagine que vous avez lu cette tribune qu'ils ont signée vendredi. Est-ce que c'est possible d'annuler la dette, je vais préciser, détenue par vous, détenue par la Banque Centrale Européenne, les dettes publiques que vous avez? Réponse non. Parce que c'est illégal. En cela, cette question de l'annulation de la dette n'est pas, sans mauvais jeu de mots, dénuée d'intérêt. Car si certains tentent de résumer la question à un débat juridique, c'est avant tout un rapport de force politique qui est en jeu, portant sur ce que doivent être les priorités d'un gouvernement en temps de crise. L'obéissance à des dogmes économiques figés d'un côté, le bien commun et l'intérêt du plus grand nombre de l'autre. Pour autant, si une annulation d'une partie de la dette publique contribuerait à alléger la pression pesant sur les États, une telle mesure resterait largement insuffisante si elle ne s'inscrivait pas dans un plan complet de reconstruction de l'économie, aussi ambitieux dans l'esprit que celui mis en œuvre au lendemain de la guerre. Pour sortir de la crise sanitaire, de quoi le pays aura-t-il besoin ? Pour commencer, il y a l'évidence, le soutien immédiat et inconditionnel aux petites entreprises, aux restaurateurs, aux commerçants menacés par la faillite, sinon pour eux, du moins pour éviter qu'ils n'entraînent dans leur chute d'autres pans entiers de l'économie. Pour les chômeurs en fin de droit, les étudiants précarisés, les auto-entrepreneurs privés d'activité, des aides immédiates et prolongées, sinon pour eux, pour soutenir leur consommation et éviter que la France ne se transforme durablement en un pays du tiers-monde. Mais tout cela ne sera pas suffisant, car on ne règle pas un problème de fond avec des aides d'urgence. Alors l'enjeu majeur, ce sera l'emploi, à commencer par des créations massives d'emplois publics dans tous les secteurs qui ont été délaissés ces dernières années avec les conséquences que l'on connaît. Dans la santé bien sûr, mais aussi dans l'instruction, dans la sûreté, ou encore dans l'entretien et le réaménagement des infrastructures. Des emplois à la fois utiles et permettant de relancer l'activité. Reste enfin à s'attaquer au gros morceau, la reconstruction d'une production nationale, notamment dans les secteurs essentiels. On le sait, ces dernières années, la France s'est vidée de son industrie, au point que cette dernière ne représentait plus en 2018 que 13% de l'ensemble de la valeur ajoutée produite, contre près du double en Allemagne. Or, si la crise du Covid a bien montré une chose, c'est la fragilité d'un pays privé de ses capacités de production et d'innovation. Lors des pires moments de cette crise,
À plusieurs reprises, la France s'est trouvée en situation de pénurie de biens essentiels et donc totalement dépendante du bon vouloir d'autres puissances. Et si une telle situation est particulièrement criante lorsqu'on parle de vaccins ou de masques, il y a plein d'autres domaines où ce n'est guère plus acceptable. Cette crise, c'est l'occasion pour la France d'engager une reconstruction de sa puissance industrielle. En soustrayant des secteurs aussi stratégiques que la production électrique ou l'industrie pharmaceutique aux logiques de profit à court terme, en sanctuarisant la recherche dans ces domaines et en les plaçant sous le contrôle de la puissance publique, en priorisant à chaque appel d'offres les biens produits sur le territoire national, en protégeant notre industrie et notre agriculture contre la concurrence de pays aux normes sociales et environnementales plus faibles que les nôtres, par une politique assumée de barrières douanières et de patriotisme économique, seule à même de garantir une relocalisation de la production et des conditions de travail décentes à tous. Bien sûr, le travail est énorme, et nous n'avons fait là qu'en esquisser quelques grandes lignes. Mais même si la tête dans le guidon du Covid-19, nous ne nous en rendons pas compte, nous sommes dès à présent à l'heure des choix. La France peut aujourd'hui s'effondrer durablement au rang de puissance secondaire ou au contraire prendre son destin en main et esquisser un nouveau modèle de développement pour les années qui viennent. Un choix difficile, car la seule option viable implique de faire passer nos intérêts, quelles qu'en soient les conséquences, avant les exigences d'institutions supranationales aux logiques dépassées, notamment au niveau européen. Mais après tout, l'histoire de notre pays nous enseigne qu'il n'a jamais été aussi fort que quand il a su faire preuve d'audace et refuser de se coucher devant les pressions extérieures. Alors bien sûr, au regard des années qui viennent de s'écouler, au regard de son aveuglement des derniers mois, il semble plutôt improbable qu'Emmanuel Macron entraîne notre pays sur la bonne voie. Mais avec les crises, les présidents changent. Et vu la manière dont la crise actuelle est gérée, elle risque bien de se prolonger encore de longs mois. Ce qui veut dire que la manière de redresser le pays pourrait bien constituer l'enjeu majeur des élections de 2022. À cet horizon, celui qui dirigera le pays pour les 5 années à venir pourrait bien être celui qui osera rompre avec l'idéologie qui a mené à l'échec. Alors d'ici là, continuons de faire entendre nos voix et de poser nos exigences, car d'aucuns pourraient bien les entendre. Et si tel n'est pas le cas, cela aura au moins servi à savoir ce que nous voulons le jour où il faudra reprendre les ronds-points. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, on vous invite bien sûr à la partager autour de vous, parce qu'actuellement, on est tous la tête dans le guidon et c'est parfaitement normal. Par contre, le souci, c'est que les politiques et les médias semblent, eux, à 1000 lieues des problèmes de fond, soit à prendre cette crise sanitaire par le petit bout de la lorgnette, soit à nous abreuver de polémiques sans intérêt, alors qu'il se joue quand même des choses essentielles ici, sous nos yeux, en ce moment même. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, comme ça vous au moins ferez le travail d'information que ceux dont c'est le travail ne font clairement pas. Normalement, à ce stade, on vous propose de soutenir financièrement notre travail via notre page Tipeee. Alors évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Le lien est en description de la vidéo et on vous en sera très reconnaissant. Mais honnêtement, vu le contexte, vu les galères, ne le faites que si vous le pouvez. Ne vous sentez surtout pas obligé, ne vous mettez pas dans la mouise pour nous. Pensez d'abord à vous, à votre famille, à vos proches, et seulement après, si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. De toute façon, nos contenus resteront toujours accessibles gratuitement, que vous puissiez y contribuer ou pas. Bien sûr, on remercie quand même et très chaleureusement au passage tous les tipeurs qui rendent ça possible. On n'oublie pas que c'est grâce à vous que notre chaîne a les moyens d'exister, que c'est grâce à vous qu'on rémunère l'équipe et que c'est grâce à vous que l'on peut faire ce travail d'information en toute indépendance. Aujourd'hui, c'est un luxe que peu de médias peuvent s'offrir et qui explique sans doute, du moins en partie, leur incapacité à traiter sérieusement de sujets sérieux. Alors encore merci à vous tous et on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pour finir, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne rater aucune nouvelle publication. Si vous souhaitez débattre, ça se passe dans les commentaires. Merci de le faire comme vous savez le faire, en prenant le temps de vous lire et en essayant de comprendre les arguments de chacun. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de nos vidéos. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.